Nous avons donné ta cagnotte de mariage à ta sœur. Mon père l'a dit fièrement. Mon fiancé s'est levé, menaçant de révéler son métier. Le sourire de ma sœur a instantanément disparu. C'est le moment du déjeuner dominical en famille où papa fait glisser une enveloppe sur la table vers ma sœur Sophie, et non vers moi. Ces paroles résonnent dans la salle à manger. Nous avons donné ton fonds de mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage. Maman hoche la tête en signe d'approbation tandis que Sophie rayonne triomphalement. Je reste figé. Mon fiancé Marc est à mes côtés alors que 23 ans passés dans la peau de la fille négligée s'abattent sur moi. Les 10 000 € sur lesquels je comptais depuis 6 mois, envolés. Le sourire suffisant de Sophie me dit que c'était prémédité. Je ne pleure pas. Je regarde simplement Marc. Le silence s'étire sur la table de la salle à manger de notre enfance. La même surface en chaîne où je faisais mes devoirs pendant que Sophie recevait de l'aide pour ses dossiers d'inscription aux grandes écoles. Papa se racle la gorge et se penche en arrière sur sa chaise. Le cuir grince sous son poids. Il arbore cette expression que je connais si bien. Celle qui dit qu'il est sur le point de livrer un sermon déguisé en sagesse. Chloé, tu dois comprendre notre position, commence-t-il, sa voix prenant ce ton condescendant que j'ai entendu toute ma vie. Sophie est diplômée d'HEC Paris avec mention très bien et les félicitations du jury. Elle a travaillé incroyablement dur pour construire sa carrière. Sophie se redresse sur sa chaise, rayonnant presque sous les louanges de papa. Elle porte un blazer crème qui a probablement coûté plus que ce que je gagne en 2 semaines. Ses cheveux sont parfaitement coiffés de cette manière faussement naturelle qui prend en réalité 1 heure à réaliser. Tout en elle crie le succès. De ses ongles manucurés à sa montre de créateur, elle est directrice marketing chez Durand International. Maman intervient, posant sa tasse de café avec une force inutile. Une entreprise du CAC 40, Chloé. Te rends-tu compte de l'accomplissement que c'est? Je m'en rends compte. J'ai entendu parler des réussites de Sophie environ 15 000 fois depuis qu'elle a commencé à y travailler il y a 3 ans. Chaque réunion de famille devient une récitation de sa dernière promotion. Ses augmentations de salaire impressionnantes. Son bureau d'angle avec vue sur la ville. Et Benoît. Papa continue en faisant un geste vers le fiancé de Sophie qui est assis, suffisant, à côté d'elle. Il vient de la famille Morin. Nous les connaissons depuis des années. Des gens solides. C'est un expert comptable avec son propre cabinet. Benoît Morin III, pour être exact. 3e génération d'hommes Morin a travaillé dans la comptabilité, comme il ne manque jamais de le mentionner. Il porte un costume bleu marine même pour un déjeuner dominical. Sa calvitie naissante le fait paraître plus âgé que ses 28 ans. Le genre d'homme qui repasse probablement ses sous-vêtements et tient des tableurs pour ses dépenses personnelles. Maintenant, regardons ta situation, dit papa, et je sens mon estomac se nouer. Ça y est. La comparaison que je redoutais mais que je savais inévitable. Tu es allé à l'IUT de Lyon, déclare-t-il, comme si les mots eux-mêmes étaient décevants. Rien de mal à ça, bien sûr, mais ce n'est pas le même niveau de réussite. Tu travailles comme graphiste freelance, tu vis dans ce petit appartement dans le centre-ville. Ce petit appartement se trouve être un charmant 2 pièces que j'ai décoré moi-même et que j'adore. Mais le souligner n'aidera pas ma cause. Je sens la main de Marc trouver la mienne sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste de soutien qui manque de briser mon sang-froid. Marc a l'air d'être un jeune homme charmant, dit maman, jetant un regard poli mais distant à mon fiancé. Mais nous ne savons pas vraiment ce qu'il fait dans la vie. Il est toujours si vague quand on lui pose des questions sur son travail. Je me tourne vers Marc, réalisant pour la première fois que ma famille a peut-être raison. Depuis 2 ans que nous sommes ensemble, il a toujours dit qu'il travaillait dans la technologie quand on lui posait la question. Je ne l'ai jamais pressé pour avoir des détails car il semblait mal à l'aise de parler de travail, et je respectais sa vie privée. Maintenant, je me demande s'il y a plus dans sa réticence qu'une simple modestie. La vérité, ma chérie, continue papa, sa voix s'adoucissant de cette manière qui rend ses mots encore plus blessants, c'est que nous t'avons vu lutter financièrement. Tu as demandé de l'aide pour le loyer plus d'1 fois cette année. Nous ne voulons pas jeter l'argent par les fenêtres. L'expression me frappe comme un coup physique. Jeter l'argent par les fenêtres. Comme si toute ma vie, ma relation, mon bonheur n'était rien de plus qu'une mauvaise stratégie d'investissement. Sophie se penche en avant, sa bague de fiançailles captant la lumière du lustre au-dessus. C'est un diamant taille princesse de 2 carats que Benoît lui a offert au club de golf devant la moitié de la ville.
La demande en mariage a fait la une de la rubrique mondaine de notre journal local. J'ai toujours été responsable avec l'argent, dit-elle, sa voix portant ce mélange particulier de supériorité et de fausse sollicitude qu'elle a perfectionné au fil des ans. J'ai un compte d'épargne, un plan de retraite, un excellent score de crédit. Je n'ai jamais eu à demander à papa et maman de l'aide pour les dépenses courantes. Le sous-entendu flotte dans l'air comme de la fumée. Je suis l'irresponsable. La fille qui ne sait pas gérer ses finances. Qui a choisi une carrière créative plutôt que la stabilité. Qui est tombée amoureuse d'un homme dont la description de poste se résume à 2 mots vagues. Le mariage de Sophie sera un investissement dans son avenir, explique maman, tendant la main pour serrer celle de ma sœur. Elle et Benoît construisent quelque chose de solide ensemble. Une fondation pour un mariage réussi. Et mes fondations à moi, je demande doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Papa soupire lourdement, le son rempli de décennies de déception. Chérie, tes fondations sont au mieux fragiles. Tu as à peine de quoi joindre les 2 bouts. Nous voulons t'aider à réussir, mais encourager l'irresponsabilité financière n'aide personne. Je pense à toutes les fois où ils ont aidé Sophie au fil des ans. La Renault Clio neuve pour son 16e anniversaire alors que j'ai eu la vieille Citroën Berlingo de papa. Le paiement intégral des frais de scolarité de sa grande école pendant que je contractais des prêts étudiants pour l'IUT. L'acompte de 5 000 € pour son appartement en ville alors que je suis en location depuis toujours. Rien que la salle de réception de Sophie coûte 8 000 €, continue maman. Nous voulons que sa journée soit parfaite. Elle a travaillé si dur pour tout ce qu'elle a. Marc reste assis en silence à côté de moi, sa présence stable et calme malgré l'agression verbale qui nous entoure. Il porte un jean et un simple pull gris, ses cheveux sombres légèrement ébouriffés par le vent extérieur. Rien dans son apparence ne suggère la richesse ou le statut. Et je réalise que ma famille a fait des suppositions basées sur son attitude décontractée. D'ailleurs, ajoute Sophie avec une joie à peine dissimulée, j'ai déjà versé des acomptes pour tout. Le golf club de Lyon, le photographe, le traiteur. Tout a été organisé en comptant sur la disponibilité de cet argent. Le club de golf où elle fait du sport, où Benoît joue au golf tous les samedis, où ils organiseront une réception qui sera sans aucun doute présentée dans les mêmes pages mondaines qui ont annoncé leur fiançailles. Un mariage conçu pour impressionner leur cercle social plutôt que pour célébrer leur amour. Nous n'essayons pas de te blesser, dit papa, bien que ses paroles accomplissent exactement le contraire. Nous essayons d'être pratiques, réalistes sur ce qui est logique pour l'avenir financier de notre famille. L'avenir financier. Pas mon bonheur, pas mon amour, pas mes rêves, juste des euros et des centimes et l'apparence de succès que Sophie a toujours fourni, et que je ne fournirai apparemment jamais. Je regarde autour de la salle à manger où j'ai pris des milliers de repas, où j'ai célébré chaque anniversaire jusqu'à ce que je déménage, où j'ai annoncé mes fiançailles il y a 6 mois à des félicitations tièdes. Les murs sont couverts de photos de famille et je remarque pour la première fois combien d'entre elles mettent Sophie au premier plan tandis que je flotte à l'arrière-plan. Marc me serre doucement la main et je réalise qu'il a absorbé chaque mot, chaque insulte, chaque rejet désinvolte de notre relation et de ma valeur en tant que fille. Son expression reste neutre, mais je peux sentir quelque chose monter sous la surface. Alors c'est tout, je demande enfin. 23 ans à être votre fille, et c'est à quel point mon bonheur compte peu pour vous. Ne sois pas dramatique, dit maman avec un soupir exaspéré. Il ne s'agit pas d'amour ou de bonheur. Il s'agit d'être sensé avec notre argent. Sensé, un autre mot qui ressemble à une gifle. Rien chez moi n'a jamais été assez sensé pour eux. Pas mon choix de carrière, pas ma situation de logement, pas mon fiancé, pas mes rêves. L'enveloppe contenant mon fonds de mariage est posée devant Sophie comme un trophée, et je peux voir ses doigts tambouriner sur la table dans une excitation à peine contenue. Elle a encore gagné, comme toujours. Marc se lève enfin lentement, sa chaise raclant le parquet avec une précision délibérée. Le son coupe la tension comme une lame, et soudain l'attention de tout le monde se tourne vers lui. Il sort son téléphone de sa poche arrière, ses mouvements calmes et mesurés. Devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie, demande-t-il, mais il me regarde directement, pas ma famille. La question reste en suspens, et je réalise avec un sursaut de surprise que je ne connais pas vraiment la réponse. En 2 ans de relation, je ne l'ai jamais pressé pour avoir des détails sur son travail. Il a toujours dit qu'il travaillait dans la technologie, et quand je posais des questions de suivi, il changeait de sujet ou donnait des réponses vagues sur le développement de logiciels et les solutions d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire, je demande, ma voix incertaine.
Marc tourne l'écran de son téléphone vers la table, et je vois un site web professionnel aux lignes épurées et au design moderne. En haut, en lettres grasses, on peut lire « Cyberforce Solutions » et une photo de Marc en costume d'affaires bleu marine et bien en vue, ne ressemblant en rien à l'homme habillé décontracté qui se tient à côté de moi. Fondateur et président-directeur général, dit-il simplement, sa voix portant une confiance que je ne lui avais jamais entendue. J'ai créé une entreprise de sécurité des données à partir de rien. Les mots frappent la salle à manger comme une bombe. Le visage de Sophie devient complètement blanc, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. La tasse de café de papa se fige à mi-chemin de ses lèvres. Et maman laisse tomber sa fourchette avec un cliquetis qui semble anormalement fort dans le silence soudain. J'ai lancé Cyberfort dans mon garage il y a 5 ans, continue Marc, sa voix stable et factuelle. Nous fournissons des solutions de cybersécurité aux grandes entreprises, protégeant leurs données sensibles contre les pirates et les failles de sécurité. Il fait défiler son téléphone, nous montrant page après page d'informations, des profils d'employés, les réalisations de l'entreprise, des articles de presse sur son affaire. Je vois des photos de Marc serrant la main de cadres dans des salles de conseil, parlant à des conférences technologiques, acceptant des prix pour l'innovation en cybersécurité. Nous employons actuellement 237 personnes réparties sur 4 sites, dit-il, son ton restant conversationnel malgré l'ampleur de ce qu'il révèle. Marseille, Lille, Nantes, et notre siège ici à Lyon. Le visage de Benoît est passé de la supériorité suffisante à une incrédulité bouche bée. Son cabinet d'expertise comptable semble soudainement très petit en comparaison d'une multinationale technologique. Le mois dernier, nous sommes entrés en bourse, continue Marc, balayant l'écran pour montrer un article des Échos avec sa photo bien en évidence. L'entreprise est actuellement évaluée à 47 millions d'euros. J'ai l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds. 47 millions d'euros. L'homme avec qui je partage mon lit depuis 2 ans. L'homme qui conduit une Peugeot 508 de 7 ans et fait ses courses chez Monoprix possède une entreprise valant 47 millions d'euros. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, je murmure, ma voix à peine audible. Marc se tourne vers moi, son expression s'adoucissant pour la première fois depuis le début de cette conversation. Parce que je voulais être absolument sûr que tu m'aimais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. J'ai vu trop de relations détruites par l'argent et les attentes. Papa commence à bégayer, essayant de former des mots qui ne viennent pas. Ses commentaires précédents sur le fait que Marc était vague sur son travail semblent maintenant incroyablement stupides, et je peux voir la prise de conscience se dessiner sur son visage. Mais tu conduis une Peugeot, dit faiblement Sophie, comme si ce fait annulait tout ce que Marc venait de révéler. Je conduis une Peugeot parce qu'elle est fiable et efficace, répond Marc avec un léger sourire. Je m'habille de façon décontractée parce que je suis à l'aise. Je n'ai pas besoin de vêtements chers ou de voitures tape à accent grave-l'œil pour valider mon succès. Il affiche un autre écran sur son téléphone montrant un article du journal économique de Lyon. Le titre dit « Un PDG de la tech locale nommé entrepreneur de l'année ». Et il y a de nouveau Marc, cette fois tenant un trophée en cristal et se tenant à côté du maire. Vous avez probablement vu nos publicités, dit-il à mes parents. Cyberfort, protégeant votre avenir numérique. Nous sponsorisons l'Olympique lyonnais. Le visage de maman se décompose alors qu'elle reconnaît le nom de l'entreprise. Leur publicité passe constamment pendant le journal du soir, avec des graphismes élégants et des témoignages de clients entreprises satisfaits. L'entreprise dont il regarde la publicité depuis des mois appartient à mon petit ami. Je suis resté discret parce que je voulais que notre relation se développe naturellement, explique Marc, son attention entièrement portée sur moi. Trop de gens changent quand ils découvrent l'argent. Ils commencent à voir des signes d'euros au lieu de la personne. Benoît se racle nerveusement la gorge, clairement mal à l'aise de la façon dont cette révélation change toute la dynamique de pouvoir de la soirée. Que fait exactement votre entreprise ? Demande-t-il, la voix tendue. Nous empêchons les violations de données, explique patiemment Marc. Quand des pirates tentent de voler des informations clients, des dossiers d'employés, des données financières, des secrets commerciaux, nous les arrêtons. Notre logiciel crée plusieurs couches de sécurité qui s'adaptent en temps réel aux nouvelles menaces. Il nous montre des témoignages de clients d'entreprises que je reconnais immédiatement, des grandes banques, des systèmes hospitaliers, des chaînes de vente au détail, des firmes technologiques. L'étendue de l'influence de son entreprise est stupéfiante. La demande en cybersécurité a explosé ces dernières années, continue Marc. Chaque entreprise a besoin de protection et les menaces évoluent constamment. Nous avons une croissance d'environ 40% par an.
Je pense à toutes les soirées que Marc a passées sur son ordinateur portable en prétendant qu'il vérifiait juste quelques trucs de travail. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans l'autre pièce en disant que c'était juste un rapide appel professionnel. Les voyages occasionnels hors de la ville qu'il décrivait comme des conférences technologiques ennuyeuses. Le magazine Capital nous a présenté dans sa liste des 30 de moins de 30 ans l'année dernière, dit-il en faisant défiler l'article du magazine. Ils nous ont également nommé l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide de la région. Sophie a l'air d'être sur le point de vomir. Son mariage parfait, financé par mon argent volé, semble soudain incroyablement modeste par rapport à ce que Marc pourrait se permettre sans même y penser. Je prévoyais de surprendre Chloé après nos fiançailles avec mes plans de mariage, dit Marc, sa voix devenant plus personnelle. Je travaille avec une organisatrice de mariage depuis 3 mois pour créer quelque chose de spécial. Mon cœur bat la chamade alors que je réalise ce qu'il est en train de dire. Il a planifié notre mariage en secret avec des ressources qui font que le fonds de 10 000 € de ma famille ressemble à de l'argent de poche. Le truc, dit Marc, son ton devenant plus sérieux alors qu'il regarde directement papa, c'est que le respect et l'amour ne devraient pas dépendre des soldes de comptes bancaires ou des titres professionnels. Je suis resté assis ici à vous écouter rejeter le bonheur de votre fille sur la base de suppositions que vous n'avez jamais pris la peine de vérifier. Le silence qui suit est lourd de honte et de regret. Le comportement de ma famille au cours de la dernière heure a été exposé pour ce qu'il est vraiment. Superficiel, matérialiste et cruel. Papa trouve enfin sa voix. Marc, nous n'en avions aucune idée. Nous ne voulions certainement pas manquer de respect. Mais vous avez manqué de respect, répond calmement Marc. Vous avez manqué de respect à Chloé, à notre relation et à moi. Vous avez porté des jugements sans poser de questions. Vous avez privilégié les apparences au caractère réel. Je regarde les visages de ma famille se transformer à mesure que toute l'étendue de leur erreur devient claire. Ils n'ont pas seulement blessé mes sentiments ou endommagé notre relation. Ils ont potentiellement détruit leur lien avec quelqu'un dont le succès et l'influence auraient pu bénéficier à toute la famille, mais plus que cela, ils ont révélé quelque chose sur eux-mêmes qui ne peut être repris. Leur amour est conditionnel, basé sur la réussite et le statut plutôt que sur des liens familiaux inconditionnels. Marc prend ma main, ses doigts chauds et fermes contre les miens. La question maintenant est de savoir si nous pouvons aller de l'avant, en sachant ce que nous savons tous des véritables priorités de chacun. Papa se jette immédiatement en avant sur sa chaise, manquant de renverser son verre d'eau dans sa hâte de parler. La confiance et l'autorité qu'il possédait il y a quelques minutes se sont complètement évaporées, remplacées par une énergie désespérée et brouillonne qui le fait paraître plus vieux et plus petit. Attendez, 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 dit-il, ses mains s'agitant frénétiquement comme s'il pouvait effacer la dernière heure de conversation. Il y a eu un terrible malentendu. Une totale erreur de communication. Maman commence à hocher vigoureusement la tête, ses cheveux argentés parfaitement coiffés rebondissant à chaque mouvement. Absolument, chérie. Nous n'avons jamais voulu dire que votre relation n'avait pas de valeur. Nous essayons juste d'être pratiques avec nos finances. Je regarde ce revirement soudain avec un mélange de dégoût et de fascination. Il y a 20 minutes, il me faisait la leçon sur mon irresponsabilité et à Marc sur son manque de succès. Maintenant, ils font marche arrière si vite qu'ils pourraient se faire un tour de rein. On pourrait trouver un arrangement, continue papa, sa voix prenant une qualité suppliante que je n'avais jamais entendue. Peut-être qu'on pourrait partager l'argent entre les deux filles. Ce serait juste, non? 5 000 € chacune. La réaction de Sophie est immédiate et explosive. Son visage devient rouge vif et elle frappe la table de la paume de sa main assez fort pour faire sauter la vaisselle. Absolument pas. Cet argent m'a été donné. Je ne le rendrai pas à Sophie, ma chérie, dit maman sur ce ton apaisant qu'elle utilise lorsqu'elle essaie de gérer une crise. Peut-être devrions-nous en discuter en famille. Il n'y a rien à discuter, rétorque Sophie, sa voix montant à un ton qui fait grincer des dents tout le monde. J'ai déjà versé des acomptes pour tout. La salle, le traiteur, le photographe. J'ai pris des engagements en comptant sur la disponibilité de cet argent. Benoît s'agite mal à l'aise sur sa chaise, reconnaissant clairement que le comportement de sa fiancée aggrave la situation. Sophie, peut-être devrions-nous considérer ce qui est le mieux pour toute la famille. N'ose même pas prendre leur parti. Sophie se retourne contre lui, son maquillage parfait commençant à se craqueler sous la tension de ses émotions. Tu étais assis juste là, à hocher la tête quand ils ont expliqué pourquoi je méritais cet argent plus qu'elle. La justesse de sa déclaration flotte dans l'air comme une accusation.
Benoît a bien hoché la tête, a bien été d'accord avec leur raisonnement, a bien semblé parfaitement à l'aise avec leur décision de favoriser Sophie par rapport à moi. Marc est resté debout, sa posture détendue mais alerte. Il observe cet effondrement familial avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe une expérience sociale fascinante mais malheureuse. On pourrait faire un prêt, suggère désespérément maman, sa voix se brisant légèrement. Un prêt hypothécaire? On pourrait financer les 2 mariages de cette façon. C'est très généreux, dit poliment Marc, mais complètement inutile. Je peux gérer les frais de notre mariage. Sa réponse calme ne semble qu'accroître la panique de ma famille. Papa commence à calculer à voix haute, marmonnant sur les taux d'intérêt et les mensualités, essayant de trouver comment réparer les dégâts qu'ils ont créés. Je prends enfin la parole, ma voix coupant court à leur planification frénétique. Savez-vous quelle est la pire partie de tout ça? Tout le monde se tourne vers moi et je réalise que j'ai leur attention totale pour la première fois depuis des années. Pas à cause d'une réussite ou d'un accomplissement, mais parce que j'ai enfin quelque chose qu'ils veulent. L'accès à Marc et à son succès. La pire partie, c'est que cela n'a rien à voir avec l'argent, je continue, ma voix se renforçant à chaque mot. Il s'agit de 23 ans à être traité comme la fille lot de consolation. L'enfant de secours, celle qui n'est jamais tout à fait assez bien. Je me lève, mes jambes étonnamment stables malgré le tremblement de terre émotionnel qui se produit en moi. Vous vous souvenez de ma remise de diplôme de l'IUT de Lyon? Sophie organisait un dîner ce même week-end pour sa promotion et vous avez manqué ma cérémonie. Le visage de maman se décompose. Chloé, nous t'avons expliqué que le dîner de Sophie était déjà prévu et nous pensions que tu comprendrais. Et mon 21e anniversaire, je demande, ma voix prenant de l'ampleur. Vous m'avez emmené dîner dans une brasserie de quartier. Pour le 21e anniversaire de Sophie, il y a eu une soirée surprise au club de golf avec 50 invités. Papa commence à protester, mais je lève la main pour l'arrêter. Quand j'ai obtenu mon premier contrat freelance avec les usines Morin, vous m'avez félicité pendant 30 secondes avant de vous lancer dans un discours de 10 minutes sur la dernière acquisition de clients de Sophie. La pièce tombe dans le silence alors que ma famille réalise que j'ai tenu les comptes toutes ces années, cataloguant chaque affront, chaque déception, chaque moment où ils ont choisi Sophie plutôt que moi. L'expression de Sophie passe de la colère à quelque chose qui approche la culpabilité. Chloé, je n'ai jamais demandé de traitement de faveur. Tu n'as pas eu à le demander, je réponds. Il t'a été donné librement. Toujours, sans poser de questions. Et quand tu as eu besoin d'argent pour le mariage, il n'est jamais venu à l'esprit de personne de considérer que peut-être, juste peut-être, les 2 filles méritaient un soutien égal. Marc pose une main douce sur mon épaule, un geste silencieux de soutien qui me donne la force de continuer. Vous voulez savoir pourquoi je ne vous ai jamais parlé de mes difficultés, je demande, regardant directement papa. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, cela s'est accompagné d'une leçon sur les choix de vie supérieure de Sophie. Absolument chaque fois. Maman se met à pleurer. Des larmes délicates qui ne gâchent pas son maquillage. Nous essayons de t'encourager à être plus comme Sophie. À prendre de meilleures décisions. Meilleures selon qui, je demande. J'aime mon travail. J'aime ma vie. J'aime mon appartement, mon indépendance et ma relation avec Marc. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour vous parce que ça ne ressemblait pas à la version du succès de Sophie. Benoît se racle nerveusement la gorge. Peut-être que nous devrions tous prendre un peu de recul ici. Ça devient très émotionnel. Marc se tourne vers Benoît avec une expression de légère curiosité. En fait, je trouve ça très instructif. J'apprends beaucoup sur la dynamique familiale et les systèmes de valeurs. Le commentaire fait rougir Benoît, mal à l'aise, comme s'il venait de réaliser qu'il était évalué et jugé insuffisant. Papa tire maman à part et ils se blottissent dans un coin de la salle à manger, chuchotant frénétiquement. J'attrape des bribes de leur conversation, des phrases comme limiter les dégâts et réparer ça d'une manière ou d'une autre. Et s'il en parle aux gens? Sophie est assise sur sa chaise, l'air abasourdi, comme si elle voyait notre famille clairement pour la première fois. L'enveloppe avec l'argent de mon mariage est posée devant elle comme la preuve d'un crime, et elle ne cesse de la regarder, incertaine. Vous savez ce qui est drôle, je dis, ma voix portant une amertume que je ne m'étais jamais autorisée auparavant. Si vous aviez simplement demandé à Marc ce qu'il faisait dans la vie au lieu de supposer qu'il n'avait pas de succès, vous auriez appris tout ça il y a des mois. Mais vous n'avez jamais pris la peine de le connaître parce qu'il ne correspondait pas à votre définition étroite d'un partenaire approprié. Marc hoche la tête pensivement.
Je viens au dîner de famille depuis 8 mois. 8 mois de conversation polie où personne ne m'a jamais posé de questions significatives sur mon travail, mes objectifs ou ma relation avec votre fille. L'accusation est claire et dévastatrice. Ma famille a été si concentrée sur des jugements superficiels qu'elle a complètement manqué l'occasion de connaître l'homme que je prévois d'épouser. On peut arranger ça, dit papa, revenant de sa conférence chuchotée avec maman. On peut arranger ça, Marc. J'espère que tu nous donneras cette chance. Marc y réfléchit un long moment, puis se tourne vers moi. Qu'est-ce que tu veux faire, Chloé? C'est ta famille, ta décision. Pour la première fois de ma vie, la dynamique du pouvoir dans cette pièce a basculé en ma faveur. Ma famille a besoin de quelque chose de moi maintenant, et j'ai la capacité de l'accorder ou de le refuser. Je veux récupérer mon fonds de mariage, je dis simplement. La prise de Sophie se resserre sur l'enveloppe. Je t'ai dit que je ne le rendrai pas. J'ai déjà pris des engagements. Alors je suppose que nous savons où se situent les priorités de chacun, je réponds en attrapant mon sac à main. La déclaration tombe comme un coup final, et je peux voir le moment exact où ma famille réalise qu'elle pourrait me perdre complètement. Pas seulement pour ce soir, mais potentiellement pour toujours. Marc sort de sa veste une tablette haut de gamme, le genre d'appareil qui crie technologie de pointe et goût de luxe. Ses mouvements sont délibérés et calmes, comme un magicien sur le point de révéler le tour qui laissera tout le monde sans voix. Chloé, dit-il, sa voix douce mais portant un courant sous-jacent d'excitation. J'aimerais te montrer ce sur quoi je travaille depuis 3 mois. Mon cœur s'emballe alors qu'il allume l'appareil, l'écran s'illuminant de couleurs vives et nettes. Quoi qu'il s'apprête à me montrer, je peux dire d'après son expression que c'est quelque chose de spécial, quelque chose qu'il était impatient de partager. Il tourne d'abord la tablette vers moi, et je vois une photo magnifique de collines couvertes de vignes parfaitement entretenues. L'image ressemble à quelque chose tiré d'un magazine de voyage de luxe. Des rangées infinies de verdure s'étendant vers des montagnes au loin avec un grand manoir en pierre niché au milieu de chênes centenaires. Le domaine du château des Roses en Bourgogne, dit Marc, sa voix chaude de fierté. J'ai réservé tout le domaine pour un week-end en octobre, juste pour nous. Mon souffle se coupe alors qu'il passe à l'image suivante. Le manoir est encore plus beau de près. Une architecture italienne du XIIIe siècle transplantée dans la campagne viticole française, avec des détails en pierre sculptée à la main et des balcons en fer forgé surplombant la vallée. La cérémonie aurait lieu dans leur cour principale, continue-t-il, me montrant des photos d'une cour en pierre intime entourée de passages voûtés et décorés de rosiers grimpants. Elle peut accueillir exactement 50 personnes, ce qui est parfait pour notre liste d'invités. Je suis vaguement consciente que ma famille est devenue complètement silencieuse derrière nous, mais je ne peux pas détacher mes yeux des images que Marc me montre. Chaque photo est plus époustouflante que la précédente. Je travaille avec Isabelle Rodriguez, l'une des organisatrices de mariage les plus recherchées de la région, explique-t-il, faisant défiler des échanges de mets et des documents de planification détaillés. Elle a tout coordonné, de l'hébergement au transport en passant par l'animation. Sophie émet un son étranglé qui pourrait être un hoquet ou un gémissement. Je jette un coup d'œil pour la voir fixer la tablette avec une expression de pure horreur, comme si elle regardait ses propres rêves de mariage s'effondrer en temps réel. Le traiteur est géré par le chef Antoine Dubois, continue Marc, apparemment inconscient de la détresse de Sophie. Il a 2 étoiles Michelin et ne prend normalement que des réservations privées 6 mois à l'avance, mais Isabelle a des relations. Il me montre des exemples de menus avec des plats que je ne peux même pas prononcer. Des choses comme du confit de canard avec une gastrique de cerise et des côtes de bœuf braisées au bourbon avec un risotto à la truffe. Le genre de nourriture qui fait paraître le menu poulet ou poisson prévu par Sophie tragiquement ordinaire. Pour la sélection de vins, dit Marc, son enthousiasme grandissant à chaque détail, nous présenterons des bouteilles de la collection privée du domaine. Certains de ces vins ne sont pas disponibles au public. Le visage de papa est devenu complètement blanc. Je réalise qu'il fait des calculs mentaux, essayant d'estimer ce que ce niveau de luxe doit coûter, et arrivant à des chiffres qui dépassent probablement son salaire annuel. Le forfait photographie comprend des séances de fiançailles, une couverture complète du jour du mariage et un album conçu sur mesure, continue Marc, me montrant des exemples de travail de ce qui est clairement un photographe de classe mondiale. Plus la vidéographie avec des images de drones de la vallée. Benoît a l'air d'être sur le point de vomir. Ses propres plans de mariage impliquent probablement un photographe local et un DJ qui travaille aussi pour des fêtes d'école. Pour l'hébergement, j'ai réservé tout le complexe de maisons d'hôtes, dit Marc, faisant défiler pour montrer de charmants cottages en pierre disséminés dans la propriété viticole.
Tout le monde restera sur place pour le week-end, donc c'est plus comme une retraite intime qu'un mariage traditionnel. Maman trouve enfin sa voix. Marc, ça doit coûter une fortune. Tu n'as pas besoin d'aller à de tels extrêmes. Le budget total est de 78 000 €, dit Marc de manière factuelle, comme s'il discutait du prix des courses. Ce qui est à peu près la moyenne pour un mariage à destination de ce calibre. Sophie pousse un autre cri étranglé. 78 000 €, c'est presque 8 fois ce que mes parents prévoyaient de me donner pour tout mon mariage. Le transport comprend un autocar de luxe pour les invités venant de Lyon, continue Marc, plus des transferts en hélicoptère pour les mariés le jour du mariage. Isabelle a pensé que ça ferait des photos spectaculaires. Des transferts en hélicoptère. Je vais me marier dans un château et arriver en hélicoptère. L'absurdité et le romantisme de la chose me donnent envie de rire et de pleurer en même temps. L'animation comprend un quatuor à cordes pour la cérémonie et le cocktail, dit-il, me montrant des vidéos des musiciens se produisant lors d'autres événements haut de gamme, puis un trio de jazz pour le dîner et un DJ pour la soirée dansante. Il s'arrête, me regardant directement avec une expression de vulnérabilité que je lui ai rarement vue. Je voulais que notre mariage soit quelque chose de magique, quelque chose qui reflète à quel point notre relation est spéciale pour moi. Je réalise que je pleure, mais ce sont des larmes de gratitude et d'amour accablant plutôt que de la blessure et de la trahison que je ressentais plus tôt. Cet homme a secrètement planifié le mariage de mes rêves pendant que ma famille se demandait si je méritais leur modeste soutien. Les arrangements floraux sont conçus par le même fleuriste qui a fait le mariage royal à Monaco l'année dernière, continue Marc, me montrant des bouquets et des centres de table élaborés qui ressemblent à des installations artistiques. La façade parfaitement composée de Sophie se fissure enfin complètement. Ce n'est pas juste, murmure-t-elle, la voix brisée. C'est moi qui devais avoir le plus beau mariage. C'est moi qui devais être la fille à la vie parfaite. La déclaration en révèle tant sur sa mentalité, sur la compétition qui a défini notre relation toute notre vie. Dans le monde de Sophie, il ne peut y avoir qu'une seule gagnante, une seule fille qui obtient la fin de conte de fées. L'amour n'est pas une compétition, Sophie, dit doucement Marc, sont-on plus compatissants qu'elle ne le mérite. Le succès ne consiste pas à avoir un plus grand mariage que quelqu'un d'autre. Papa semble être en pleine dépression, fixant l'écran de la tablette avec des yeux vitreux. 78 000 €, ne cesse-t-il de répéter à voix basse, comme si dire le nombre l'aiderait à en traiter l'ampleur. Le gâteau de mariage est conçu par le même pâtissier qui crée les desserts pour les plus grands restaurants, ajoute Marc, me montrant des croquis d'une création élaborée à 5 étages qui ressemble plus à une sculpture qu'à de la nourriture. Benoît prend enfin la parole, la voix tendue par une panique à peine dissimulée. Sophie, chérie, peut-être devrions-nous reconsidérer nos plans. Peut-être devrions-nous reporter jusqu'à ce que nous puissions nous permettre quelque chose de plus comparable. Avec quel argent, rétorque Sophie, son sang-froid complètement brisé. Tu les as entendus. Ils ne nous donnent plus rien maintenant. Ta famille a déjà dit qu'elle ne pouvait pas contribuer plus de 2 000 €. La révélation que la contribution de la famille de Benoît est si modeste ajoute une autre couche d'humiliation à la situation de Sophie. Son mariage parfait s'effondre en temps réel. La lune de miel, c'est 2 semaines aux Seychelles, continue Marc, apparemment déterminé à partager chaque détail de sa planification élaborée. Villa privée, chef personnel, tour des îles en hélicoptère. Je regarde les visages de ma famille et vois un mélange d'admiration, de regret et de panique. Ils réalisent que leur fonds de mariage de 10 000 € n'était pas seulement inadéquat. Il était insultant par rapport à ce que Marc avait prévu de fournir. Mais plus que cela, ils voient les conséquences de leurs suppositions et de leurs préjugés se dérouler en temps réel. Ils ont jugé Marc sur son apparence et son attitude décontractée, et ils se sont trompés de manière catastrophique. L'homme qu'ils ont rejeté comme étant sans succès et vague a planifié un mariage qui sera probablement présenté dans des magazines de luxe. La fille qu'ils considéraient comme une déception est sur le point de devenir la mariée de ce qui ressemble à un conte de fées. Marc, je murmure, la voix chargée d'émotion. C'est la chose la plus incroyable que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Il ferme la tablette et prend mes mains dans les siennes, son expression sérieuse et aimante. Tu mérites d'être célébrée, Chloé. Tu mérites que les gens reconnaissent à quel point tu es incroyable. Si ta famille ne peut pas le voir, alors nous nous entourerons de gens qui le peuvent. La déclaration est à la fois une déclaration d'amour et une menace subtile. Il m'offre une vie au-delà de cette pièce, au-delà de la dynamique qui m'a freiné pendant des années. Ma famille commence à comprendre qu'elle n'est pas seulement en train de perdre une fille.
Elle perd l'accès à un monde d'influence et de succès qu'elle ne peut même pas imaginer. Marc s'arrête pensivement, la tête légèrement inclinée comme si un souvenir venait de refaire surface. Il regarde directement Sophie, et il y a quelque chose dans son expression qui fait que tout le monde se penche légèrement en avant. « Sophie, tu as mentionné que tu travailles chez Durand International, dit-il, sa voix portant une nouvelle note d'intérêt. Dans quel département es-tu déjà ? Sophie se redresse fièrement, apparemment reconnaissante d'avoir l'occasion de rediriger l'attention sur ses réussites professionnelles. Marketing et communication d'entreprise. Je suis la directrice de clientèle senior pour leurs clients du secteur technologique. Durand International, répète lentement Marc, ressortant son téléphone. Ce nom m'est très familier. Il fait défiler ses contacts et ses emails récents, son expression devenant de plus en plus pensive. Le reste d'entre nous attend en silence, sentant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Le voilà, dit Marc, tournant l'écran de son téléphone vers la table. Cyberforce Solutions a un contrat de cybersécurité globale avec Durand International. Nous protégeons leur système de données d'entreprise depuis 18 mois. La couleur quitte le visage de Sophie si rapidement que je crains qu'elle ne s'évanouisse. Sa bouche s'ouvre et se ferme plusieurs fois, mais aucun son n'en sort. Le contrat vaut 2,3 millions d'euros par an, continue Marc, son ton restant conversationnel malgré la bombe qu'il vient de lâcher. Nous assurons la sécurité de leur base de données clients, des dossiers des employés, des systèmes financiers et des données de recherche exclusives. Benoît attrape le bras de Sophie, son propre visage pâlissant alors qu'il réalise les implications. Sophie, chérie, peut-être devrions-nous. C'est l'un de nos plus gros comptes, dit Marc, faisant défiler ce qui semble être un résumé détaillé du contrat. Je travaille directement avec leur directeur de la technologie, Robert Durand, et leur vice-présidente des opérations, Linda Chen. Sophie parvient enfin à parler, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Tu connais mes patrons. J'ai dîné avec Robert et Linda la semaine dernière, répond nonchalamment Marc. Nous discutions de l'extension de nos services à leur nouveau bureau à l'étranger. Des gens charmants, très professionnels. L'ironie de la situation est stupéfiante. Sophie s'est vantée de son succès en entreprise et de ses réalisations professionnelles supérieures, ignorant complètement que le fiancé de sa sœur détient littéralement un contrat qui pourrait faire ou défaire la sécurité numérique de son entreprise. En fait, continue Marc, affichant son calendrier, j'assiste au gala d'entreprise annuel de Durand International le mois prochain. Cyberfort est l'un de leurs sponsors fournisseurs principaux. Maman émet un petit bruit d'étouffement. Le gala d'entreprise est l'événement dont Sophie parle depuis des mois. L'occasion de réseauter avec les dirigeants, la chance de mettre en valeur les réalisations de son département, la soirée qui pourrait déterminer sa prochaine promotion. Je serai probablement assis à la table des dirigeants, ajoute pensivement Marc, en tant que l'un de leurs partenaires technologiques clés. Papa semble faire des calculs rapides dans sa tête, essayant de comprendre toute l'étendue de l'influence commerciale de Marc. Si Cyberfort fournit la cybersécurité à une entreprise du CAC 40, alors Marc n'est pas seulement un homme qui a réussi. Il opère au plus haut niveau du monde des affaires français. Sophie, chuchote Benoît avec urgence, peut-être que tu devrais t'excuser. Cela pourrait affecter ta carrière. Je sépare complètement les relations personnelles et professionnelles, dit rapidement Marc, lisant apparemment la panique dans l'expression de Sophie. Mes relations professionnelles avec Durand International n'ont rien à voir avec les affaires familiales. Le réconfort devrait apaiser Sophie. Mais au lieu de cela, elle semble encore plus angoissée. Elle réalise qu'elle a passé la soirée à insulter et à rejeter quelqu'un qui pourrait potentiellement influencer son avenir professionnel, même s'il promet de ne pas le faire. Cela dit, continue Marc, son ton devenant plus sérieux, les dommages causés à nos relations familiales sont une toute autre affaire. Je regarde ma famille absorber cette information, voyant leurs expressions passer de la panique au calcul, puis au regret. Papa, en particulier, semble essayer de trouver comment sauver une situation qui a complètement échappé à son contrôle. Le secteur de la technologie est plus petit que les gens ne le pensent, explique Marc, sa voix prenant un ton didactique. Les cadres passent régulièrement d'une entreprise à l'autre. Les conférences de l'industrie rassemblent tout le monde. Les nouvelles vont vite, tant sur la compétence professionnelle que sur le caractère personnel. La menace implicite est subtile mais sans équivoque. Dans un monde où la réputation et les relations comptent, couper les ponts avec la mauvaise personne peut avoir des conséquences durables. Marc, dit prudemment papa,
j'espère que tu sais que nos problèmes familiaux de ce soir ne reflètent aucun manque de respect pour tes réalisations professionnelles. En fait, si, répond calmement Marc. Vous avez fait des suppositions sur mon caractère et mes capacités sur la base d'informations limitées. En affaires, ce genre de préjugé peut être catastrophique. Sophie a l'air d'être sur le point de vomir. Sa carrière parfaite, la pierre angulaire de son identité et la fierté de la famille, est soudainement vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Je travaille avec des dizaines d'entreprises dans de multiples secteurs, continue Marc, son ton restant éducatif plutôt que menaçant. Des systèmes de santé, des institutions financières, des chaînes de vente au détail, des entreprises manufacturières. Le monde de l'entreprise est interconnecté d'une manière que la plupart des gens ne réalisent pas. Maman tend la main sur la table pour prendre celle de Sophie, toutes deux semblant accablées alors qu'elles contemplent les retombées potentielles des événements de cette soirée. Par exemple, dit Marc en faisant défiler à nouveau son téléphone, Cyberfort fournit également des services à Morin et Associés Finance. Le visage de Benoît devient blanc. C'est le cabinet de mon oncle. Le monde est petit, dit Marc avec un léger sourire. Nous avons mis en place leur nouveau protocole de sécurité le trimestre dernier. Votre oncle Richard dit le plus grand bien de notre travail. La toile de connexion devient claire, et ma famille est prise au piège en son centre. Ils ont insulté et rejeté quelqu'un qui a des relations professionnelles dans tous leurs cercles sociaux et professionnels. Je suis curieux, dit Marc, regardant directement Benoît. Est-ce que votre oncle est au courant de la conversation de ce soir ? De la façon dont votre famille voit la responsabilité financière et le succès professionnel ? Bien sûr que non, balbutie Benoît. C'est une affaire de famille privée. Les affaires de famille privée ont une façon de devenir publiques, observe Marc. Surtout dans les petites communautés où tout le monde se connaît. Je réalise que Marc ne menace pas tant ma famille qu'il ne les éduque sur les conséquences potentielles de leur comportement. Dans leur petit monde social, la réputation compte énormément, et ils viennent de révéler des aspects très peu flatteurs de leur caractère à quelqu'un d'influent. Sophie trouve enfin sa voix, bien qu'elle soit tremblante et incertaine. Marc, j'espère que tu comprends que je ne faisais que soutenir la décision de mes parents. Je ne voulais pas te manquer de respect personnellement. La route de la destruction professionnelle est pavée de bonnes intentions, répond doucement Marc. Le caractère compte, Sophie. L'intégrité compte. La façon dont tu traites les gens quand tu penses qu'ils ne peuvent pas t'aider révèle qui tu es vraiment. La leçon est claire et dévastatrice. Ma famille a maltraité Marc parce qu'elle le pensait sans succès et insignifiant. Maintenant, ils découvrent que leur jugement était non seulement erroné, mais potentiellement préjudiciable à leurs propres intérêts. Papa se racle nerveusement la gorge. Marc, j'espère que nous pourrons mettre cette soirée derrière nous et avancer en tant que famille. Cela dépend entièrement de ce qui se passera ensuite, dit Marc, son attention se tournant de nouveau vers moi. C'est à Chloé de prendre cette décision. Une fois de plus, le pouvoir dans la pièce a basculé dans ma direction. La future relation de ma famille avec Marc et potentiellement leur position dans leur petit monde social dépendent de la façon dont je choisis de répondre à la manière dont ils m'ont traité. Mais plus que cela, ils apprennent que les actions ont des conséquences et que les suppositions peuvent être dangereuses. La cruauté désinvolte qu'ils m'ont montrée ce soir pourrait avoir des répercussions durables qu'ils n'ont jamais anticipées. La soirée est devenue une masterclass sur l'importance de traiter tout le monde avec respect, quel que soit leur statut ou leur succès apparent. Ma famille reçoit une éducation qu'elle n'oubliera jamais. 2 semaines plus tard, mon téléphone sonne à 7h30 du matin. Je suis à peine réveillé quand j'entends la voix de Sophie à l'autre bout du fil, et elle pleure si fort que j'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit. « Chloé, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide », sanglote-t-elle au téléphone. Tout s'effondre. Je m'assois dans mon lit, instantanément alerte. Malgré tout ce qui s'est passé au dîner de famille, entendre ma sœur en véritable détresse déclenche mes instincts protecteurs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle, allait-elle entre 2 larmes. Le Golf Club de Lyon a appelé hier. Ils doublent leur prix. Ils ont dit qu'il y avait des coûts d'entretien imprévus qui nécessitaient des frais supplémentaires. Je jette un coup d'œil à Marc, qui s'agite à côté de moi. Nous sommes dans son loft du centre-ville, qui, j'ai appris, est en fait un penthouse valant plus que la plupart des maisons. À travers les baies vitrées, la silhouette de Lyon s'étend dans la lumière du petit matin. Doublé, je demande, essayant de comprendre ce que Sophie me dit. C'est illégal. Vous avez un contrat.
Le contrat a une clause sur les améliorations des installations, explique Sophie, sa voix se brisant. Il rénove la salle de bal et modernise la cuisine, et il répercute les coûts sur les réservations existantes. Je ressens une pointe de sympathie malgré tout. Le Golf Club de Lyon a été le lieu de rêve de Sophie depuis le lycée. Elle parlait de faire sa réception de mariage dans leur élégante salle de bal surplombant le terrain de golf. Combien demande-t-il maintenant, je demande doucement. 18 000 €, murmure Sophie. Le devis initial était de 8 000. Même avec l'argent de papa et maman, je ne peux pas couvrir la différence. Marc s'assoit à côté de moi, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Il articule où tout va bien, et je hoche la tête, bien que je ne sois pas sûr que ce soit vrai. Et la famille de Benoît, je demande. Ne devait-il pas aider? Les pleurs de Sophie s'intensifient. Ils se sont retirés. Sa mère a dit qu'elle ne pouvait pas soutenir un mariage financé par de l'argent volé. Elle a entendu parler de ce qui s'est passé au dîner, d'une manière ou d'une autre. Le jugement pique, même s'il ne m'est pas destiné. La mère de Benoît a apparemment décidé que prendre mon fonds de mariage était moralement discutable et elle a retiré son soutien en conséquence. Sophie, je suis tellement désolé, je dis, et je le pense. Quels que soient les défauts de ma sœur, voir ses rêves s'effondrer est douloureux. C'est pire que ça, continue Sophie, sa voix creuse de désespoir. Ma témoin a démissionné. Jessica a dit qu'elle ne pouvait pas soutenir quelqu'un qui volerait l'argent du mariage de sa sœur. 3 de mes demoiselles d'honneur ont également abandonné. Je ferme les yeux, imaginant les retombées sociales que Sophie doit subir. Les nouvelles vont vite dans notre ville natale, et apparemment l'histoire de notre dîner de famille s'est répandue au-delà de notre cercle immédiat. La boutique de robes exige maintenant le paiement intégral à l'avance, poursuit Sophie. Ils ont dit que mon crédit avait été signalé pour une raison quelconque, et qu'ils ne me faisaient pas confiance pour effectuer les paiements. Marc se lève et commence tranquillement à faire du café, me laissant de l'intimité pour la conversation tout en restant assez proche pour offrir son soutien si j'en ai besoin. Et Benoît? Je demande. Il n'aide pas avec tout ça? Le rire de Sophie est amer et totalement dénué d'humour. Benoît a des doutes sur tout. Il a dit que nous devrions peut-être reporter le mariage jusqu'à ce que nos finances soient plus stables. L'ironie est dévastatrice. Le fiancé de Sophie, qui était si suffisant et confiant quant à leur relation supérieure il y a à peine 2 semaines, remet maintenant en question tout leur avenir sur la base du stress financier. La photographe a annulé hier, continue Sophie. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus nous caser, mais je pense qu'elle ne veut tout simplement pas être associée au drame. Je m'appuie contre la tête de lit, essayant de digérer l'effondrement complet des plans de mariage de Sophie. Tout ce qui semblait si sûr et bien planifié s'est effiloché en quelques jours. Mon patron m'a convoqué à une réunion, ajoute doucement Sophie. Quelqu'un au RH a entendu des rumeurs sur des problèmes familiaux affectant mon jugement professionnel. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de problèmes éthiques. Mon estomac se serre. La prédiction de Marc sur la réputation et les conséquences professionnelles se réalise plus vite que nous ne l'avions prévu. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je demande. J'ai dit que c'était une affaire de famille privée, répond Sophie. Mais il semblait préoccupé par le fait que mon niveau de stress affecte mes performances au travail. Je pense qu'il me surveille maintenant. La cascade de conséquences continue. Le drame personnel de Sophie affecte sa vie professionnelle, ce qui ajoute un stress financier à une situation déjà accablante. Le traiteur veut me rencontrer cette semaine pour discuter des problèmes de paiement, poursuit Sophie. Je pense qu'ils vont annuler aussi. Je regarde Marc de l'autre côté de la pièce, qui prépare le petit déjeuner avec l'efficacité décontractée de quelqu'un dont la vie est organisée et sous contrôle. Le contraste entre sa stabilité et le chaos de ma famille est saisissant. Maman et papa ont essayé d'aider, dit Sophie. Ils ont envisagé de faire un prêt hypothécaire, mais la banque a dit que leur ratio dette-revenu est trop élevé. Ils ne peuvent pas obtenir de financement supplémentaire. La révélation que mes parents ont des difficultés financières ajoute une autre couche à ce désastre. Leur décision de donner mon fonds de mariage n'était pas seulement du favoritisme. C'était peut-être leur dernière ressource disponible. Sophie, je dis doucement, peut-être que tu devrais envisager de réduire le mariage, d'avoir quelque chose de plus petit et de plus intime. Je ne peux pas, sanglote-t-elle. J'ai déjà envoyé les invitations. J'ai parlé à tout le monde au travail du lieu et des détails. Si je change tout maintenant, on aura l'impression que je ne peux pas me permettre ce que j'ai promis.
L'orgueil. Même en crise, la principale préoccupation de Sophie est la façon dont sa situation apparaît aux autres plutôt que de trouver des solutions pratiques. La famille de Benoît parle de s'enfuir pour se marier, continue Sophie. Sa mère a suggéré que nous allions simplement à Las Vegas pour une cérémonie simple, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je pense à l'ironie de voir Sophie potentiellement se retrouver avec le genre de mariage simple qu'elle m'a reproché de planifier alors que je me prépare pour une célébration élaborée en Bourgogne. Le pire, murmure Sophie, c'est que tout le monde n'arrête pas de me poser des questions sur l'entreprise de Marc. Les gens ont découvert qu'il possède Cyberfort, et maintenant ils demandent tous pourquoi nous n'avons pas un mariage chic, nous aussi. La comparaison doit être une torture pour Sophie, qui a passé toute notre vie à être la sœur qui réussit, celle qui a le meilleur de tout. Maintenant, elle fait face à la possibilité d'un mariage modeste alors que je planifie quelque chose digne d'un conte de fées. Je ne sais pas quoi faire, Chloé, admet Sophie. J'ai fait un tel gâchis de tout. Pour la première fois de notre vie d'adulte, ma sœur me demande de l'aide plutôt que de m'offrir des conseils non sollicités. L'inversion de notre dynamique habituelle est profonde et déchirante. Marc s'approche du lit avec une tasse de café pour moi, son expression inquiète. Il perçoit clairement le poids émotionnel de la conversation. Sophie, je dis prudemment, que me demandes-tu de faire exactement? Le silence qui suit est lourd de possibilités inexprimées. Je sais ce qu'elle veut. Elle veut l'accès aux ressources de Marc, à ses relations, à sa capacité à résoudre les problèmes avec de l'argent et de l'influence. J'espérais, dit doucement Sophie, que peut-être Marc pourrait envisager d'aider. En tant que membre de la famille. La demande reste en suspens comme un défi. Après tout ce qui s'est passé, après toutes les insultes et les suppositions, ma sœur demande à l'homme qu'elle a rejeté de sauver son mariage. Je lui en parlerai, je dis finalement. Mais Sophie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, de relations et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Je sais, murmure-t-elle. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne sais juste pas comment réparer ça. La conversation se termine sur des promesses de se rappeler plus tard, mais je peux entendre le désespoir dans la voix de Sophie. Sa vie parfaite s'effrite, et elle est à court d'options. Marc s'assoit à côté de moi sur le lit, son expression pensive. Crise familiale, demande-t-il doucement. Je hoche la tête, lui résumant la conversation. Il écoute sans jugement, son esprit d'homme d'affaires analysant probablement la situation sous plusieurs angles. Qu'est-ce que tu veux faire, demande-t-il quand j'ai fini. La question me redonne le pouvoir une fois de plus. J'ai la capacité d'aider ou de ne pas aider, d'accorder ma grâce ou d'appliquer des conséquences. La décision définira non seulement ma relation avec Sophie, mais aussi le genre de personne que je choisis d'être face à la crise. Marc et moi nous marions par un parfait après-midi d'octobre en Bourgogne, entouré de vignobles vallonnés et d'un soleil anormalement chaud. La cérémonie a lieu dans la cour en pierre du domaine du Château des Roses, exactement comme Marc l'avait prévu, avec 50 de nos amis et membres de notre famille les plus proches assistant à nos vœux. Je porte une robe qui a coûté plus que le budget initial total du mariage de Sophie, conçue sur mesure par une couturière qui travaille habituellement pour des célébrités d'Hollywood. Marc est d'une beauté dévastatrice dans un costume gris anthracite qui a été taillé spécialement pour lui en Italie. Lorsque l'officiant nous déclare mari et femme, le quatuor à cordes joue le canon de Pachelbel tandis que des colombes blanches sont lâchées dans le ciel de l'après-midi. La réception est tout ce que Marc a promis et plus encore. Le chef du bois crée une magie culinaire dont nos invités parlent pendant des mois. Le vin coule à flot de la collection privée du domaine, et le trio de jazz fournit la bande-son parfaite pour danser sous des guirlandes de lumière alors que le soleil se couche derrière les montagnes. Nos photos de mariage sont assez superbes pour faire la couverture d'un magazine de luxe, ce qu'elles finissent par faire lorsque Point de Vue présente notre célébration comme l'un des plus beaux mariages à destination de l'année. L'article mentionne le succès commercial de Marc et décrit notre histoire d'amour comme un conte de fées moderne où une connexion authentique triomphe des jugements superficiels. Le mariage de Sophie a lieu 2 mois plus tard dans la salle paroissiale de leur église. Le lieu est propre et fonctionnel mais manque de l'élégance dont elle avait initialement rêvé. Sa robe vient d'un grand magasin plutôt que d'une boutique et les fleurs sont de simples arrangements de fleurs de saison plutôt que des créations artistiques élaborées. Seules 37 personnes y assistent, y compris la famille immédiate et une poignée d'amis restés fidèles malgré le drame social. La réception propose un dîner buffet de traiteurs standards et un DJ qui travaille aussi pour des fêtes d'école et des événements d'entreprise. C'est une célébration parfaitement respectable,
mais loin de la grande affaire que Sophie avait envisagée. Papa officie la cérémonie, s'étant fait ordonner en ligne spécialement pour l'occasion. Son discours sur l'amour et l'engagement est chargé d'une émotion sincère, mais il y a une tristesse sous-jacente dans sa voix alors qu'il réalise les dégâts que le favoritisme familial a causés au fil des ans. 3 mois après le mariage de Sophie, papa m'appelle et me demande s'il peut m'inviter à déjeuner. Nous nous retrouvons dans un petit café du centre-ville, juste nous deux, et pour la première fois de ma vie d'adulte, il écoute plus qu'il ne parle. Je vois un thérapeute, me dit-il, remuant distraitement son café. Ta mère l'a suggéré après tout ce qui s'est passé. Elle a dit que nous avions besoin d'aide pour comprendre pourquoi nous t'avons traité si différemment de Sophie. L'aveu me surprend. Papa n'a jamais été du genre à l'introspection émotionnelle ou au conseil professionnel. Le fait qu'il cherche de l'aide suggère un véritable désir de changer plutôt que de simplement gérer une crise. Le thérapeute m'a aidé à réaliser que j'essayais de vivre par procuration à travers les réussites de Sophie, continue papa, sa voix lourde de regret. J'ai projeté mes propres ambitions inassouvies sur son succès et j'ai rejeté tes accomplissements parce qu'ils ne correspondaient pas à ma définition étroite de la réussite. Nous parlons pendant 2 heures et papa s'excuse non seulement pour l'incident du fond de mariage, mais aussi pour des années de favoritisme subtil et moins subtil. Il reconnaît des cas spécifiques que j'ai portés dans mon cœur pendant des décennies, validant des sentiments que j'avais commencé à croire être des réactions excessives ou des malentendus. Je suis fier de toi, Chloé, dit-il alors que notre déjeuner se termine. Je suis fier de ta créativité, de ton indépendance, de ta capacité à construire une vie qui te rend heureuse. J'aurais dû te le dire il y a des années. Les mots que j'ai attendu toute ma vie d'entendre arrivent enfin, et ils signifient plus pour moi que n'importe quel fond de mariage n'aurait jamais pu le faire. Maman commence à faire des efforts délibérés pour nous traiter, Sophie et moi, de manière égale, en envoyant des cartes d'anniversaire avec le même enthousiasme et en s'enquérant de nos vies avec le même intérêt. Elle commence à inclure Marc dans les conversations familiales comme un membre apprécié plutôt qu'un étranger à tolérer poliment. Les changements ne sont pas parfaits ou immédiats, mais ils sont authentiques et constants. Mes parents travaillent à reconstruire notre relation sur une base de respect mutuel plutôt que d'approbation conditionnelle basée sur les réalisations. Sophie et moi déjeunons ensemble 6 mois après son mariage, et elle a l'air différente, d'une certaine manière. Moins apprêtée, moins préoccupée par les apparences, plus authentiquement détendue que je ne l'ai vue depuis des années. Le mariage est plus difficile que ce à quoi je m'attendais, admet-elle en picorant sa salade. Benoît et moi apprenons à vivre selon nos moyens au lieu d'essayer d'impressionner tout le monde avec ce que nous pouvons nous permettre. Elle me parle de leur modeste appartement, de leur budget serré, de leur décision de se concentrer sur la construction d'une base solide plutôt que de maintenir une image de succès. Le stress financier du désastre du mariage les a forcés à réévaluer leurs priorités et leurs valeurs. Je te dois des excuses, dit doucement Sophie. Pas seulement pour l'argent du mariage, mais pour des années à rivaliser avec toi au lieu de te soutenir. J'étais tellement concentré sur le fait d'être la sœur qui réussit que j'ai oublié comment être une bonne sœur. Nous pleurons ensemble dans le restaurant, libérant des décennies de rivalité et de ressentiment. Pour la première fois de notre vie d'adulte, nous parlons de construire une relation basée sur l'amour et le soutien mutuel plutôt que sur la comparaison et la compétition. Ton mariage était absolument magnifique, ajoute Sophie. J'ai vu l'article de magazine. Tu étais radieuse. Et Marc te regardait comme si tu étais la chose la plus précieuse au monde. Le compliment vient sans amertume ni envie, juste un bonheur sincère pour ma joie. C'est un cadeau que je ne m'attendais jamais à recevoir de ma sœur. Le mariage de Benoît et Sophie survit aux premières difficultés financières et devient en fait plus fort à mesure qu'ils apprennent à travailler ensemble vers des objectifs communs plutôt que des réalisations individuelles. Ils découvrent que leur relation fonctionne mieux lorsqu'elle est construite sur le partenariat plutôt que sur le statut. L'entreprise de Marc continue de croître et de prospérer, mais il reste le même homme humble et gentil dont je suis tombée amoureuse. Le succès n'a pas changé son caractère, et il continue de mesurer la richesse en termes de relations et d'expériences plutôt que de biens matériels. 2 ans plus tard, notre famille se réunit pour le dîner d'anniversaire de Sophie, et l'atmosphère est complètement différente de ce dimanche désastreux où tout a changé. La conversation coule naturellement entre nous tous, avec un intérêt sincère pour la vie des autres et un respect mutuel pour nos différents choix et chemins. Papa interroge Marc sur l'expansion de son entreprise sur les marchés internationaux et Marc explique les défis et les opportunités avec une patience enthousiaste. Maman partage des nouvelles de son travail de bénévole avec le programme local d'alphabétisation et tout le monde écoute avec la même attention. Sophie parle de sa récente promotion chez Durand International,
où elle excelle maintenant que le drame familial n'affecte plus sa concentration professionnelle. Benoît décrit leur processus de recherche de maison, leur excitation à l'idée de trouver une maison qu'ils peuvent réellement se permettre plutôt qu'une conçue pour impressionner. Quand papa lève son verre pour porter un toast à l'anniversaire de Sophie, il inclut des éloges sincères pour nous tous, célébrant la croissance professionnelle de Sophie, reconnaissant le caractère stable de Benoît, exprimant sa gratitude pour la générosité et la sagesse de Marc, et me disant à quel point il est fier de mon succès créatif et de mon bonheur personnel. À la famille, dit papa, sa voix chargée d'émotion et d'authenticité, à apprendre de nos erreurs et à construire quelque chose de mieux ensemble. Nous levons tous nos verres et je réalise que la crise du fonds de mariage, aussi douloureuse qu'elle ait été, a finalement forcé notre famille à affronter des dynamiques toxiques qui empoisonnaient nos relations depuis des décennies. L'argent n'a jamais vraiment été une question d'argent. Il s'agissait de respect, d'amour et du courage d'exiger un meilleur traitement. Marc prend ma main sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans le geste de soutien et d'amour qui m'a soutenu à travers chaque défi. Nous avons construit un mariage basé sur le respect mutuel, une communication honnête et la compréhension que le véritable partenariat signifie soutenir la croissance et le bonheur de l'autre. La leçon de vie qui émerge de notre histoire est profonde et durable. La véritable richesse ne réside pas dans les comptes en banque ou les symboles de statut, mais dans des relations authentiques bâties sur le respect, la compréhension et l'amour inconditionnel. Le vrai succès, c'est avoir le courage de se défendre quand on est maltraité et la sagesse de reconnaître quand les gens essaient sincèrement de changer et de grandir. L'argent ne peut pas acheter le respect et les réalisations ne signifient rien si elles se font au détriment des liens familiaux. Mais quand une crise force tout le monde à examiner ses valeurs et ses priorités, il est possible de reconstruire des relations sur des bases plus solides et plus saines. Ma famille a appris que les suppositions et les préjugés peuvent être dangereux et coûteux. Ils ont découvert que traiter les gens avec dignité et respect n'est pas un comportement optionnel réservé à ceux qui semblent avoir du succès ou être influents. Le caractère compte plus que les diplômes, et la gentillesse ne devrait jamais dépendre du statut perçu. J'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par les opinions ou l'approbation des autres, même lorsque ces personnes sont des membres de ma famille que j'aime profondément. Parfois, se défendre nécessite d'accepter que les relations puissent être endommagées dans le processus, mais les connexions authentiques valent le risque d'un conflit temporaire. Plus important encore, nous avons tous appris que l'amour ne devrait pas être conditionnel à la satisfaction de normes arbitraires de succès ou de réussite. Les membres de la famille méritent soutien et célébration, non pas parce qu'ils l'ont mérité par leurs accomplissements, mais simplement parce qu'ils sont aimés et appréciés pour qui ils sont. Le fonds de mariage qui semblait si important lors de ce dîner dominical est finalement devenu sans importance par rapport aux problèmes plus profonds qu'il a révélés. Le vrai trésor n'était pas les 10 000 € que mes parents ont offerts à Sophie. C'était l'opportunité de reconstruire notre famille sur des principes d'égalité, de respect et d'amour sincère. Alors que je regarde autour de notre table 2 ans plus tard, observant ma famille interagir avec une chaleur authentique et une appréciation mutuelle, je suis reconnaissante de la crise qui nous a tous forcés à grandir. Parfois, les expériences les plus douloureuses conduisent aux plus belles transformations. Et notre famille est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour changer des schémas destructeurs et construire quelque chose de mieux ensemble.